sympa au début d'une interview comme ça, l'invité est sympa. On est aussi. sympa pendant toute l'interview, mais on est très heureux en tout cas de vous recevoir ce soir dans Bonsoir le Prime pour ce livre bouleversant. Ce livre, il commence d'ailleurs par une phrase très forte. Ma mère est mal morte. Elle veut dire quoi, cette phrase? Ça veut dire ça veut dire qu'elle est mal morte. Elle n'est pas morte à la hauteur de sa vie, de sa dignité, de sa féminité. On lui a enlevé sa féminité, donc une femme, c'est pas la sœur d'eux, c'est pas la fille d'eux, c'est pas la femme d'eux, c'est une femme. Il n'y a que 3% de femmes en prison dans le monde. Ce qui veut dire que le mal est chez nous, il n'est pas de l'autre côté. Les femmes donnent la vie, elles nous engagent à vivre. Donc c'est un livre que j'ai écrit pour la vie, pour ces femmes qui nous portent pendant 9 mois et qui continuent à nous donner la vie même après leur mort. Donc voilà. Mais je le disais, c'est un récit bouleversant sur la fin de vie de votre mère. Comment vous avez appris la disparition de votre maman? Par téléphone, mais je le savais avant, parce que je savais qu'elle allait mourir. J'ai fait une photo d'elle et elle était déjà morte. Parfois on voit des photos des gens, Léo Ferré par exemple, un ami autiste avait écrit un texte sur Léo Ferré. Il était vivant, mais lui il l'avait déjà vu mort. Et donc on a une sorte de honte avec la mort, en Europe en tout cas, dans ces villes verticales où votre mari ou votre femme est en chimio au dernier degré et puis tout va bien, vous inquiétez pas. Non, tout va pas bien. C'est-à-dire que, vous savez, parfois vous croisez un copain, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, puis il vous demande en un mot comment vous allez. En un mot? Oui, en un mot, comment tu vas? C'est facile. Vous dites, je vais bien. En 2 mots alors, pas bien. Et c'est souvent le pas bien qu'il faut dire parce que on n'ose pas le dire. En Inde, c'est différent. En Afrique, c'est différent. En Asie, c'est différent. Votre maman, elle représentait quoi pour vous? Elle représente quoi pour vous? Vous le dites, j'étais fou de ma mère. Oui, elle représentait tout. Dans ses yeux, j'étais moi-même, j'étais moi plus. J'étais heureux, j'étais bien, Parce que je me dandinais beaucoup quand j'étais petit, je faisais un mouvement comme ça, perpétuel, que je fais toujours d'ailleurs. Je chantais des chansons imaginaires, je laissais la fenêtre à l'espagnolette et j'écoutais les avions décoller. Et je parlais aux choses, j'étais dans une petite caisse en carton au milieu de ma chambre et je m'imaginais être au centre de l'océan, quoi. Et donc ses yeux, j'étais là, j'étais vraiment bien. Et donc elle parlait aux heures, elle parlait aux fleurs, elle parlait aux choses, elle parlait aux objets. Elle parlait toute seule parfois. Et moi, je la suivais partout où elle allait, quand elle faisait de la couture, quand elle faisait du ménage, quand elle tapait à la machine, j'étais à ses pieds. Et donc du coup, j'ai gardé son dé à coudre. Et quand je mets le dé à coudre à l'oreille, j'entends ma mère. Et elle me dit beaucoup de choses aujourd'hui encore. Et encore plus aujourd'hui que j'ai sorti le livre, parce que le livre était échoué sur ma table de travail pendant 7 ans. Oui, ça fait plusieurs années. Je n'osais pas le lire, j'osais rien faire avec. Je faisais de la peinture, donc il y avait de la peinture dessus, du café. Et puis mon éditrice me dit qu'il faut le sortir, le livre. Alors donc je l'ai sorti. Et ça m'a fait énormément de bien de le sortir. En fait... Vous aviez peur de ce livre? Oui, j'en avais un peu peur. Je me souvenais plus de ce qu'il contenait, surtout. Et j'ai découvert ce qu'il contenait, et donc j'ai dit, alors sortez-le. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puisque j'ai dit que je ferais un livre, j'en ai pas d'autre sous la main, donc sortez-le. Et de le sortir, ça m'a fait, mais... Vous vous sentez plus libéré aujourd'hui? Tout m'est arrivé depuis que ce livre est sorti. C'est-à-dire que je voulais un peu arrêter, je voulais même arrêter de chanter, d'écrire. Enfin, je voulais écrire des romans, mais en Grèce, vous voyez, avec une vue sur l'eau, une petite maison, pas beaucoup, mais je voulais écrire de là-bas parce que j'en pouvais plus. Paris, la ville me fatiguait, son bruit me fatiguait, ça sentait Sephora partout, j'en pouvais plus. Vous avez beaucoup parlé des yeux de votre mère. Vous dites « je me sens bien dans les yeux de ma mère ». Il y a une magnifique chanson que vous avez écrite. Cette chanson, on va l'entendre. Donc les yeux revolver. Votre mère, elle avait les yeux revolver, justement. Elle me disait cette phrase, elle me disait arrête de me regarder avec tes yeux revolver, sinon je vais mourir. Et donc je changeais de regard parce que je voulais pas la regarder méchamment. Il n'était pas question de la regarder méchamment. Parfois, elle disait une chose qui m'énervait ou elle faisait quelque chose qui m'énervait, donc je la regardais. Avec vos yeux revolver. Voilà. Et donc j'ai utilisé ce titre et il m'a porté chance parce que ça fait 40 ans que ce titre est sorti et maintenant il chante sans moi. Je veux dire, les gens me la chantent dans la rue, à n'importe quelle heure d'ailleurs de la rue, à n'importe quel âge de la personne. Des petites filles de 6 ans chantent cette chanson. Une petite fille de 6 ans en particulier qui chante cette chanson tout le temps. Et donc du coup...
Ça me fait plaisir parce que quand j'ai sorti cette chanson, mes parents étaient pas riches, mes parents étaient pauvres et moi j'étais d'un coup devenu, je faisais partie des riches, quoi, parce que je passais à la télé, parce que des bêtises comme ça. Et on se rend pas compte de ce que ça fait, mais moi ça m'a fait souffrir de sortir cette chanson. Et puis grâce aux femmes que j'ai rencontrées, à Catherine Ringer, à Françoise Hardy, elles m'ont aimé exactement pour les mêmes raisons que ma mère, d'une certaine façon. Quand Catherine Ringer m'a pris la main la première fois, elle a regardé qui j'étais, elle m'a vraiment regardé, elle m'a bien regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'elle me voyait comme j'étais, l'enfant que j'étais. Donc je lui ai fait confiance. Et j'ai eu raison de lui faire confiance, parce que 40 ans plus tard, on chante encore ensemble et on est amis, quoi. Donc c'est une amie petit à petit. Je ne fais pas partie du cercle intime, mais je fais partie de son intimité. Elle sait des choses sur moi que personne ne sait, et je sais des choses sur elle que personne ne sait. Saskia. On l'a dit, ce livre, c'est une ode à votre maman, aux femmes, aux mères aussi. J'ai entendu que votre maman vous avait élevé comme une fille. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être élevé comme une fille? Et puis, ça a eu quoi comme impact sur vous? Ça a été mal pris, ça d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ont dit c'est normal d'être élevé comme une fille, parce qu'ils se situent aujourd'hui. Moi, je vous parle des années. On n'était pas à la même époque aussi. Hein. Voilà, je parle des années 60, 62, jusqu'à 70. Moi, j'ai été élevé avec les femmes de ma famille. Je faisais partie de la famille des femmes. Donc, je faisais le café avec elles, je faisais la cuisine avec elles, je faisais le couscous avec ma tante. Et quand on faisait la vaisselle, j'étais celui qui ramassait les verres et qui les essuyait pour les ranger. Donc, j'ai toujours fait partie. Je faisais de la couture avec ma mère, je faisais le ménage avec elle. Et j'aimais bien être avec elle. Et c'est vrai que quand après, il a fallu faire du poker, alors quand je faisais du foot, mais aujourd'hui, le foot féminin m'intéresse beaucoup plus que le foot masculin. Quand une fille tombe, elle se relève. Quand un mec tombe, il fait du chiquet pendant 3 heures. Il regarde dans les écrans s'il est bien à l'écran. Ah non. Certains regardent si leur mèche est bien mise, les cheveux sont... alors que les filles, elles jouent au foot, quoi, voilà. Et il y a une implication dans la vie qui est très, très forte avec les femmes. Donc j'ai été élevé comme une fille, et il m'en reste pas mal de trucs. Je m'entends bien avec les filles. Voilà. Vous avez fait beaucoup de duos aussi avec des femmes, on en parlera en fin d'interview. Jody. Vous répondez si vous le souhaitez, mais vous avez quelque chose dans les mains? Oui, un petit éléphant. Un petit porte-bonheur? C'est gris-gris. C'est une petite fille qui me l'a offert, et moi j'ai échangé, ça s'est échangé, quoi, contre un objet qui m'était cher, et donc ce truc-là me permet d'être avec elle. Et ça me va bien d'être avec elle. C'est une petite fille formidable, qui a 6 ans, qui s'ouvre à la vie. Donc je vois dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle accomplit, des choses naturelles, des choses jolies. Et tout ce qu'elle dit est joli, tout ce qu'elle fait est joli. Elle est merveilleuse. Donc voilà, j'ai cet objet avec moi. C'est la fille de 6 ans qui chante La Les Yeux Revolver. Vous parliez d'une fille de 6 ans qui chantait Les Yeux Revolver. Les filles de 6 ans chantent Les Yeux Revolver, et je suis ravi d'ailleurs. Pour revenir à cette première phrase que j'évoquais en début d'interview, ma mère est mal morte. Est-ce que l'objectif de ce livre aussi, c'est de rendre plus belle la mort de votre mère, mettre plus de poésie autour de ces moments très sombres de votre vie? Le moment de la mort est un moment définitif, qui est particulier. Votre mère est là, vous tombez par terre, puis vous lui faites un bisou sur le front, au bout d'un quart d'heure, on vous a relevé. Bon. C'est pour ça que Giacometti dessinait les yeux tout le temps. C'était pour essayer de retrouver la vie dans les yeux, car il avait vu la mort dans les yeux de Vandemer. Et il essayait de restituer la vie, parce que ça l'avait traumatisé. Ensuite, si vous voulez, ce que j'essaye de raconter, c'est la vie de ma mère à travers sa mort. Et c'est de la rendre, non pas plus belle, mais comme elle a été. C'est-à-dire qu'elle a été surréaliste, elle m'a dit des choses que je ne comprenais pas à l'époque, et que j'ai compris, non seulement en l'écrivant, mais en le sortant. En l'écrivant, je me dis, je suis coupable. Il faut être prétentieux quand même pour se prétendre coupable. Il faut se prendre pour quelqu'un, quoi. Comme si mes enfants n'allaient pas continuer à vivre et à s'amuser après ma mort. Non, elle est morte parce qu'elle était épuisée, elle est morte parce qu'elle était foutue, et qu'elle le savait, et donc voilà. Donc ça a été une vraie thérapie pour vous. Vous parliez de ce sentiment de culpabilité que vous avez eu, aujourd'hui vous ne l'avez plus, c'est vraiment une thérapie, ce livre. Ce qui a été la thérapie pour moi, c'est surtout la rencontre après la mort. C'est-à-dire que à la sortie du livre, ma vie a redémarré. Ma vie était terne et elle est devenue ensoleillée. La vie est belle quand elle est belle, et ça lui arrive souvent. Il ne faut jamais l'oublier. Donc il faut toujours garder espérance ou espoir, selon si on est laïque ou
ou croyant. Ma mère était croyante, mon père était laïque, donc je ne sais pas où me situer. Quand on vendait l'UMA dimanche devant l'église, je disais j'aimerais bien aller faire du catéchisme. Il m'a fait chut, tais-toi, ton père arrive. Donc, j'ai toujours été obligé de me taire à ce moment-là. Jim. Ouais, quand on parle de choses aussi personnelles, est-ce que c'est plus facile ou plus dur de mettre ça sur papier plutôt qu'en chanson pour vous, Marc Lavoine? C'est personnel, mais je ne sais pas si vous avez encore vos parents. Tout à fait. Voilà. Bon, ben, vous comprendrez peut-être que c'est universel aussi. C'est-à-dire qu'en cherchant les choses les plus vraies, les plus simples et les plus aimantes de ce qu'une mère peut vous donner, ou un père, j'ai écrit un livre sur mon père avant, 3 ans avant celui-là, qui est sorti 10 ans plus tard, mais bon, c'était 3 ans. Et donc, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas si c'est... Dans la chanson, c'est vrai que j'ai eu du mal à en parler. J'ai eu du mal à mettre le mot mort dans une chanson. Et puis un jour, j'ai mis le mot mort. Et ça m'a pas porté malchance. Je suis encore là et j'espère bien être là. Je me suis fixé 100 ans. Je crois que je vais tenir. C'est pas mal. Ouais. On a encore beaucoup de Marc Lavoine, Jody. À votre avis, elle penserait quoi, votre maman, de votre livre, de ce que Bon. vous avez dit d'elle? Je pense qu'elle me dirait, t'aurais quand même pas dû tout dire. Il y a un peu trop là. Parce que c'est vrai que je dis beaucoup d'elle, là. Même si c'est une jument, si elle a avalé l'âme de sa jument, ce qui m'est arrivé à moi, d'avaler l'âme de mon cheval, quand il est mort dans mes bras, c'était un Ardennais, c'était un gros cheval de 700 kilos, qui est tombé, qui s'est jamais relevé, donc j'ai utilisé ce moment-là pour elle. Mais les juments, les chevaux et les enfants, c'est là où elle part. Elle me dit, je suis une enfant de 11 ans. Non, c'est vrai, je triche toujours sur mon âge, en fait, j'ai 12 ans. Mais te souviens-tu du nom de ma jument, qui s'appelait ma jument? Je dis oui, je m'en souviens. Elle dit, écoute, arrête de m'appeler maman, tu mets un jus au milieu, appelle-moi ma jument. Et ça démarre comme ça. Je raconte ça à des amis qu'elle connaissait d'ailleurs, le professeur Gian, le médecin qui est dans le livre, Franck Maubert, mon éditrice, et je suis le seul adulte dans la salle, en fait. Ils croient tous que ma mère dit quelque chose de crédible. Moi, je la prends pour une dingue. Et je leur en veux à tous, jusqu'au moment où je tombe. Je traite les gens d'amoureux, je les traite d'amoureux, je les traite de pauvres amoureux. Et je tombe sur le balcon d'en bas et je me rends compte que je suis sauvé par quelqu'un que je détestais. J'en étais à détester les gens, j'en étais devenu... Je me détestais moi-même. J'essayais de m'oublier dans la salle de bain, faire que l'eau m'efface. Et puis, je me suis rendu compte que 2 amis avaient perdu leurs enfants. Un a perdu sa fille, l'autre a perdu son fils. Et j'ai un seul rendez-vous dans mon téléphone, puisque j'ai foutu tout le monde à la porte. C'est avec lui que j'ai rendez-vous, je ne sais pas de quoi lui parler. Je ne sais pas lui parler de la voile, parce que la voile, j'y connais rien. Lui parler de son fils, j'en suis incapable. Il me dit, parlons de toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ma mère est morte, tu sais, donc j'essaie d'écrire quelque chose. Il me dit, oui, elle est morte il y a 6 ans. Et là, je me rends compte que le temps a disparu, quoi. Et donc, je monte à cheval pour la première fois de ma vie et je pars en Suède, au nord du nord de la Suède, près de la Laponie, là où les aurores sont boréales, là où le blanc est blanc et là où le ciel appartient à la terre. Tout est blanc. Et je traverse les forêts avec mon cheval et je ne sais pas en faire du cheval. On me propose un premier galop et ce galop me casse l'entrejambe. C'est-à-dire que ça fait très mal, un galop mal galopé. Et je me rends compte qu'il faut que je parle à mon cheval. Donc je lui parle et je le félicite. Et chaque fois qu'on tombe dans un trou, il a de la neige jusqu'ici, il se remet droit. Ses jambes sont prêtes à craquer. C'est-à-dire que s'il fait froid, il se bat pour rester debout. Et puis j'ai un deuxième galop à faire. Et là, je laisse partir les 9 chevaux devant moi. Et lui, il veut partir. Donc il part. Et je galope pas. Donc je l'arrête et je lui parle et je lui dis, écoute, on va s'arrêter là, je vais finir à pied parce que on n'arrive pas à s'entendre, quoi. Et là, je mets un coup d'éperon et on galope et on fait un galop magnifique. Je m'envolais, j'étais sur un cheval, c'était éblouissant de beauté. Et je pleurais et j'étais heureux. Il y a un autre homme qui est amoureux des chevaux et des galops d'ailleurs à chevaux, c'est Jean Rochefort. Ouais. Vous avez tourné avec lui. Jean Rochefort, il a toujours, il a jamais voulu être réellement un adulte. Est-ce que ça a été une souffrance de devenir un adulte? Est-ce que vous l'êtes aujourd'hui un adulte? La chance, c'est que je ne suis jamais devenu un adulte. Ah, c'est ça. Je suis sorti de chez moi, j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler à l'Olympia. À l'Olympia, je suis devenu un placeur, j'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré, Jean Rochefort. Et donc, je suis resté
près d'eux tout le temps, à les servir, à essayer de faire que le spectacle se passe bien. Ensuite, j'ai fait du théâtre en même temps, et puis j'ai fait Pause Café, j'avais 17 ans, et puis j'ai fait mon premier disque, etc. Donc j'ai toujours été dans ce monde de l'enfance, d'une certaine façon. Mais Jean Rochefort était vraiment un enfant incroyable, et il adorait les chevaux. Et donc j'étais dans le train, et je me disais, comment je vais finir mon roman? C'est bizarre de... Bon, j'avais la fin, mais j'avais pas la séquence quand je rentre de Suède. Et là, dans le train m'est revenu son interview, que j'avais vu plusieurs fois d'ailleurs, son interview sur les chevaux. Et il dit, vous voyez, ce cheval que ma fille a accouché, parce que j'allais sur un film de Chabrol, et là, il y a sa jument, et il y a le petit cheval. Il va mourir parce qu'il est malade. Et vivre avec les chevaux, c'est apprendre à vivre avec la vie, mais apprendre à vivre avec la mort. Et ça, c'est une phrase qui résume tout à fait le livre que j'ai fait. Et on parlait des yeux aussi, on voit quand même aussi l'enfance de Jean Rochefort dans ses yeux, dans tous les films qu'il a tournés. Pour finir, Marc Lavoine, on voulait quand même revenir sur quelques-uns de vos plus grands tubes aussi. On commence avec Le Parking des Anges. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. La folie les mélange, c'est la nuit qui les change. Sur le parking des anges, deux anges au petit jour. On fait l'amour, on fait l'amour. Sur le parking des anges, plus rien ne les dérange. Quand leur corps se mélange dans la lumière étrange. Comment elle est née cette chanson avec ce clip très cinématographique d'ailleurs? Ah oui, eh bien, mon père me parlait de Pasolini quand il est mort, et il me dit, c'est pas un crime passionnel, c'est un crime politique. Et donc ça m'a... Moi je pensais qu'il avait été tué par un homosexuel sur une plage, voilà, un crime d'amour, tout ça. Et donc j'ai réfléchi, j'ai commencé à travailler sur Pasolini, donc ça m'a donné... Et puis j'avais vu un film avec Robert Redford et Jane Fonda sur un homme dans une casse de voiture qui se cache, elle vient le voir, etc. Et j'ai mélangé cette histoire avec Pasolini, mais je ne l'ai pas dit. J'ai pas dit que c'était une chanson pour Pasolini. Parce qu'il ne faut pas dire les choses tout de suite. Surtout quand on a cet âge-là, personne ne vous croit. On peut le dire maintenant. Autre titre qu'on voulait réécouter ce soir, c'est Qu'est-ce que t'es belle? Je me sens pas belle quand tu ris de quoi? Qu'est-ce que t'es belle quand tu doutes comme ça. Le soleil est là, le soleil déjà l'air de moi. Le soleil est là, cache-toi dans mes bras. Et on adore la folie de Catherine Ringer. Justement, je parlais de toutes les artistes féminines avec qui vous avez collaboré. Il y a Catherine Ringer, il y a Véronique Sanson, Souad Massy, Clara Luciani, Bambou. Ça a toujours Françoise Hardy aussi, bien sûr. Ça a toujours été important pour vous de mêler votre voix à celle des femmes? Celle des hommes aussi. C'est vrai que Chrissy, qui est belge d'ailleurs, avec qui je le remercie beaucoup, parce qu'on a fait une chanson qui s'appelle Chanteur pour dame, Chanteur pour dame, qui a fait un gros succès. Et, parce que sa mère m'aimait bien, en fait. C'est beaucoup les mères qui sont responsables. Françoise Hardy, c'est différent. J'ai écrit Cher ami en réponse à Partir quand même. Je suis parti écrire mes chansons. J'avais aucune envie d'écrire. Mon compositeur travaillait toute la journée, j'écrivais pas de chansons et j'écoutais Partir quand même toute la journée. Et puis à la fin, j'ai écrit Cher ami en réponse. Et donc quand elle a entendu cette chanson et cet album, parce qu'elle n'a pas acheté l'album pour cette chanson, elle a découvert cette chanson et elle l'a beaucoup aimée. Donc elle m'a invité des années et des années à chanter la chanson. Et puis moi, 20 ans plus tard, je l'ai invitée à chanter. Donc ça, c'était merveilleux. Véronique Sanson, c'est un cadeau qu'elle m'a fait parce que elle venait de se marier avec Palmade et elle était troublée, elle était bien. C'était merveilleux de chanter. C'est merveilleux de chanter avec Véronique Sanson, mais c'est merveilleux d'aller chez elle, de la voir jouer du piano. Quand elle joue du piano chez elle, c'est magnifique. Catherine Ringer, c'est la plus bouleversante des rencontres que j'ai faites de ma vie. Puis Claire Kem aussi, et Souad Massy, dont vous parlez. Paris était enregistré en solo, puis je l'ai fait en duo avec Souad, et c'est devenu la version officielle de Souad Massy qui m'a emmené en Algérie, où j'ai pu chanter, où j'ai pu voir l'appartement de ma tante qui vivait avec un Algérien en 62, elle s'est mariée. Donc si vous voulez, c'est une vie, les femmes vous remettent toujours dans la vie. Voilà. Jody. Justement, vous parliez de Chrissy. Oui. Donc c'est un Belge. Vous avez un univers qui est totalement différent du sien. Vous avez sorti Chanteur pour dame
avec lui. Comment vous choisissez justement les personnes avec... Bon, c'est sa maman qui était fan de vous, mais comment vous choisissez justement les personnes avec qui vous collaborez? Parce que là, ce sont deux univers qui se complètent et qui s'opposent aussi. Si je devais écouter les patrons des maisons de disques, j'aurais jamais fait Qu'est-ce que t'es belle, j'aurais jamais enregistré Les yeux revolver, j'aurais jamais fait C'est ça la France, le parking des anges, j'aurais jamais enregistré ça parce qu'ils m'ont toujours déconseillé de le faire. Donc quand on se dit que je suis très différent de Chrissy, que l'univers est très différent, pas tant que ça. On a beaucoup plus de points communs que de différences. Alors les gens voient les différences, mais les points communs, on peut les voir. Il est noir. Il est noir, j'ai un enfant noir, j'ai épousé une femme noire, une Black Panther, dont le mari était Tommy Smith, le mec qui a levé le poing à Mexico, qui a été donc brisé pour ça. Si vous voulez, ça vous donne une conscience quand même. Ça vous garde, ça vous protège du monde des adultes. Donc tous les gens que j'ai rencontrés ne sont pas des adultes. Ce sont des hommes et des femmes. Et c'est parce que ce sont des enfants qui ont réussi qui sont devenus des hommes et des femmes. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui fait que... Vous savez, c'est pas des marketing. Je dis pas, tiens, je voudrais chanter avec machin parce qu'il est numéro 1. Je m'en fous de ça. Claire Kem, je l'ai vue à la télé, elle chantait divinement bien. J'ai eu envie de la rencontrer. Je lui ai proposé 2 chansons, elle en a choisi une et on a enregistré l'autre. C'est toujours un truc à peu près, mais en tout cas, c'est jamais un hasard. Il y a une collaboration rêvée dont vous rêveriez que vous n'avez pas encore faite? Écoutez, pour l'instant, tout va bien. J'ai enregistré des duos avec des gens qui sont en maquette, quoi, qui sont en pré-production, avec des rappeurs d'ailleurs, un jeune rappeur, mais j'ai pas tellement... Là, je suis bien avec vous, vous voyez. Ce que je vais faire, aussi bien avec vous. Ce que je vais faire après, c'est sûrement très important, mais je préfère pas y penser parce que sinon, j'aime bien être là. Profitez de et l'instant donc, si présent. vous voulez, j'en profite et je me demande, est-ce que je vais enregistrer avec quelqu'un? Je sais pas.